السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد لاسيونس غادي نقترح عليكم تحليل لهاد الموضوع اللي هو كان موضوع اختبار devoiture B numéro 1 semestre 2 qui était le 10 mars 2025. التحليل اللي غادي نقدم هو التحليل ديال الذكاء الاصطناعي اللي غادي يعطينا يعني وجهة نظر ديالو حول هاد الموضوع ديال الامتحان السنة الماضية. هادي كتجربة إذا نشوفو يعني شنو هو التحليل، شنو هو الأهمية ديال الذكاء الاصطناعي في مادة الرياضيات، ونشوفو من بعد شنو هو بعض الملاحظات اللي غادي تكون حول هذا الموضوع، استعمال الذكاء الاصطناعي في مادة الرياضيات. هادي كتكون أول تجربة اللي غادي نشوفوها. بيان سور حنا بالنسبة للتصحيح ديال هاد الامتحان، الامتحان التصحيح ديالو موجود في هاد نجبروه ici contrôle numéro 1 semestre 2 2025. الرقم ديالو la chaîne YouTube c'est Soutien 80. Donc ici il y avait ici, donc je vais vous montrer ici les vidéos concernant ici ce devoir, la correction de ce devoir qui était l'année dernière. Ici ça fait 11 mois. Donc ici c'est le lien pour télécharger le document. Ici, sous format PDF, si vous cliquez ici, vous allez trouver ici le fichier, ici le PDF. Donc, tout simplement, vous avez ici la correction. La correction, il y a la partie 1, la partie 2, puis la partie 3, la partie 4, la partie 5 et la partie 6 pour ce devoir. Donc, حنا اللي غادي كيهمنا في هذا الموضوع ديال الذكاء الاصطناعي غادي نشوفو يعني شنو هو التحليل ديالو بالنسبة لهذا الموضوع ici. Bienvenue dans le débat, regard croisé sur les fondements du raisonnement. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un document d'évaluation mathématique absolument fascinant. Oui, un document très riche, issu de l'Académie de Fès-Meknès. Il s'agit très exactement du devoir surveillé numéro 1, semestre 2, daté du 10 mars 2025. Tout à fait. Un examen administré au sein du groupe scolaire FES City. Et disons-le d'emblée, ce document, sous des dehors d'évaluation standard de collège ou de lycée, soulève une question épistémologique profonde sur la manière dont nous formons et évaluons la pensée logique chez les jeunes esprits. La question centrale qui animera notre échange aujourd'hui est claire. Ce devoir évalue-t-il principalement la capacité de l'élève à manipuler des structures algébriques abstraites et symboliques, ou sa véritable exigence réside-t-elle dans la maîtrise de la perception spatiale et de la visualisation géométrique? Pour ma part, je soutiens que cet examen est fondamentalement un exercice de logique structurelle et algébrique, où même les éléments de géométrie sont en fin de compte totalement subordonnés au calcul formel pur et dur. Et je soutiens la position inverse, mon cher confrère, à savoir que l'essence même de cette épreuve est profondément spatiale. L'algèbre n'y est qu'un outil subalterne, un simple langage mis au service d'une réalité géométrique concrète qu'il faut impérativement visualiser pour espérer réussir. Très bien. Alors, permettez-moi de poser les fondations de mon argument. Lorsque l'on observe l'architecture globale de ce devoir de Fecity, on constate d'emblée que le cœur de l'évaluation réside dans la syntaxe mathématique. La preuve la plus éclatante, ma chère consoeur, c'est le poids écrasant accordé à l'exercice 2. Il vaut à lui seul 6 points sur les 20 possibles. Oui, c'est presque un tiers de la note finale, c'est vrai. Exactement, presque un tiers. Et cet exercice est une plongée sans concession dans la résolution d'équations et d'inéquations pures. On demande à l'élève, par exemple, de vérifier si -3 est solution, ou encore de manipuler des inéquations impliquant des quotients rationnels complexes, comme, disons, 2x plus 1 sur 3, inférieur ou égal à 17 sur 6. Nous sommes ici dans de la pure gymnastique symbolique. Mais mon argument va plus loin. Même lorsque le devoir aborde explicitement la géométrie, l'approche exigée demeure profondément, viscéralement symbolique. Écoutez, c'est une lecture très littérale du barème. Je ne conteste absolument pas la présence massive de ces équations, mais affirmer que la géométrie y est soumise à la symbolique me semble occulter la véritable nature de l'effort cognitif demandé à l'élève. L'abstraction formelle que vous décrivez est stérile sans projection spatiale. Ce document exige constamment un retour au réel ou au visuel.
Un retour au visuel, oui, je ne vois pas. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mettez en évidence l'exercice 4, partie 2, ou l'exercice 5. On exige de l'élève de construire physiquement des points. Construire le point M, le point N, le point F. On lui demande de prouver des alignements ou des formes concrètes comme montrer que ICFD est un rectangle. Et je ne parle même pas de l'exercice 3 où l'aire d'un disque augmente de 60 pi cm² si on augmente son rayon R de 6 cm. Cela prouve que le calcul n'est là que pour résoudre une tension dans l'espace physique. Je comprends. Laissez-moi vous donner un exemple précis tiré du document pour vous montrer pourquoi cette vision physique est une illusion. Prenez l'exercice 1. Il demande de compléter des propriétés vectorielles formelles. On donne une figure, certes un parallélogramme ABCD, et on demande de compléter des égalités vectorielles à trous. Si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal à. Et l'élève doit remplir le vide. Mais l'apothéose de cette abstraction se trouve dans l'exercice 4 que vous citez. Ah, l'exercice 4. Parlons-en. Oui, parlons-en. L'élève fait face à une longue chaîne de vecteurs entremêlés par des signes d'addition et de soustraction qu'il faut réduire à sa plus simple expression. Le fameux vecteur U qui est égal au vecteur BD moins le vecteur CA plus le vecteur CB moins le vecteur AD. Il ne s'agit pas du tout de dessiner ici. Ce que ce devoir évalue, c'est la pensée algorithmique. L'élève devient un compilateur. Il applique des règles de grammaire, transformer des signes négatifs en inversant les lettres, annuler des termes contraires avec la relation de chasse. Il fait cela sans avoir aucunement besoin de visualiser le résultat graphique. C'est de l'algèbre pure déguisée sous un vocabulaire géométrique. J'aborde la question sous un tout autre angle. Votre analogie avec le code informatique est séduisante, je vous l'accorde. Mais le problème avec cette vision, c'est qu'un code qui compile sans jamais produire d'interface ou d'action dans le monde réel est fondamentalement inutile. Inutile, vraiment. Dans un contexte d'apprentissage géométrique, oui. L'évaluation de Fecity exige au contraire un retour constant visuel. Vous mentionnez l'exercice 4 et cette fameuse simplification algorithmique du vecteur U, mais vous vous arrêtez commodément à la première question. Que se passe-t-il juste après? On demande des constructions, certes, mais Le vrai test conceptuel vient juste après IT. On demande construire le point M tel que le vecteur AM soit égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Et ensuite, et c'est là le point d'orgue, prouver que les points M, C et N sont alignés. La validation finale est toujours visuelle. L'équation n'est que l'échafaudage. Le bâtiment, lui, est bel et bien spatial. la présence de verbes d'action comme construire ne doit pas nous aveugler sur les mécanismes cognitifs réellement évalués. La géométrie n'est ici qu'un support, une béquille visuelle pour rassurer l'élève. Examinons de plus près la nature de l'évaluation vectorielle dans l'exercice 1. Je maintiens que les vecteurs sont traités comme de pures variables algébriques. Prenons la question numéro 6, traitant de la collinéarité, d'une égalité, point. Si le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB, alors les vecteurs AB et CD sont. L'énoncé précise avec insistance que K est un nombre réel. Ce détail est capital. En quoi l'ajout d'une lettre change-t-il la nature géométrique de deux droites parallèles? L'élève imagine bien deux lignes dans l'espace. Ça change tout le paradigme. La notion de collinéarité est enseignée et testée ici par le prisme d'une constante algébrique. C'est une proportionnalité purement numérique. L'élève n'a pas besoin d'imaginer des droites s'étendant à l'infini pour répondre correctement. Il doit simplement savoir que la présence de ce scalaire K dans une égalité déclenche automatiquement les mots collinéaire et parallèle. C'est de l'implication logique traitée par le cortex analytique sans la moindre sollicitation du cortex visuel. On a compressé la géométrie infinie de l'espace dans une seule variable algébrique. Et dire cela, c'est faire une erreur d'appréciation majeure sur la manière dont la compréhension mathématique se forge dans un cerveau en apprentissage. Certes, le mot collinéaire répond à une règle d'implication syntaxique. Mais pour que cet apprentissage s'ancre durablement, il doit d'abord s'appuyer sur l'intuition de deux flèches glissant sur des rails parallèles. L'intuition aide au début de l'apprentissage, oui, bien sûr. Mais ce devoir de niveau mi-semestre évalue précisément la capacité de l'élève à dépasser cette intuition pour s'en remettre uniquement à la règle formelle.
Je vous arrête sur ce point. Si l'élève devait uniquement s'en remettre à la règle formelle, pourquoi la construction exigée dans l'exercice 4 serait-elle si complexe? Construire un point en additionnant deux vecteurs de même origine, c'est la définition même de la règle du parallélogramme. L'élève doit visualiser cette diagonale imaginaire dans l'espace vide de sa copie. Plus complexe encore, pour le point n, on lui demande de construire en inversant la direction d'un vecteur de référence à cause d'un signe négatif, puis de translater mentalement cette entité. Tout ce que vous décrivez peut être accompli mécaniquement, en comptant simplement les carreaux sur la feuille, ce qui est, au fond, une démarche arithmétique. 3 carreaux à droite, 2 en haut. Compter des carreaux nécessite de savoir dans quelle direction aller. La validation finale demande de montrer que 3 points sont alignés. Cela nécessite que l'œil de l'élève se pose sur sa construction, qu'il perçoive la linéarité, qu'il ressente l'alignement avant même d'en chercher la preuve formelle. L'intuition géométrique guide le choix des équations à utiliser. Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de formuler cela autrement. Votre description de la construction mentale est très poétique, vraiment, mais elle occulte une réalité d'évaluation implacable. La preuve visuelle ne vaut strictement aucun point. C'est-à-dire que le correcteur de l'Académie de Fes-Meknès n'acceptera jamais la phrase « Mon œil ressent la linéarité » comme argument valable sur la copie. Il attendra une démonstration formelle montrant qu'un vecteur est un multiple exact d'un autre. La vue est trompeuse, surtout sur un schéma dessiné à main levée. Seule l'algèbre fait loi. C'est le juge de paix. Mais la loi est inapplicable si l'on ne sait pas quel délit juger. Sans l'espace, l'algèbre tourne à vide. Allons plus loin. Déplaçons notre attention sur l'intersection supposée de l'algèbre et de la réalité physique. Prenons l'exercice 3. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et vous pourriez être tenté de le présenter comme l'ultime argument en faveur d'une vision géométrique. Tout à fait. L'ère du disque. Voilà, on y évoque un disque de rayon R, on donne un scénario où l'on augmente ce rayon de 6 cm, ce qui provoque l'augmentation de son aire de 60 pi cm². Le vocabulaire est indéniablement géométrique, je vous l'accorde. Toutefois, et c'est là mon point, la résolution de ce problème est exclusivement algébrique. Exclusivement. Le mot est un peu fort, non? Je le maintiens fermement. L'étudiant doit traduire cet énoncé. Il doit poser une équation polynomiale du second degré. Il lui faut développer une identité remarquable complexe impliquant le rayon R et l'augmentation. Annuler les termes au carré qui s'opposent pour finalement isoler le rayon initial R dans une simple équation du premier degré. C'est de l'algèbre pure. La géométrie n'est ici qu'un prétexte scénaristique, un simple habillage narratif pour justifier une manipulation d'identité remarquable. C'est un argument captivant, cette notion d'habillage narratif. Mais avez-vous envisagé une seule seconde que cette traduction du texte vers l'équation n'a absolument rien d'automatique pour un cerveau humain? En connaissant la formule de l'aire d'un cercle, la mise en équation est mécanique. Pi fois rayon au carré. Non, justement, c'est là que le bas blesse. Si l'élève n'a qu'une pensée algébrique et mécanique, il sera tenté d'ajouter simplement les 60 pi à l'aire initiale, sans comprendre la relation ou de multiplier le rayon de manière linéaire. Pour ne pas tomber dans ce piège, il doit d'abord visualiser le disque initial, ensuite il doit concevoir un deuxième disque, plus grand, superposé au premier. Pensez aux ondes à la surface de l'eau quand on y jette une pierre. Il doit comprendre intimement que l'augmentation de l'air correspond à la couronne circulaire, cet anneau d'espace compris entre les deux périmètres. Ce n'est qu'une simple soustraction d'air. R final moins R initial. C'est une soustraction qui représente un objet physique. D'accord. Sans la carte mentale de cette couronne circulaire, l'élève ne peut tout simplement pas poser la bonne soustraction. La syntaxe est aveugle, mon cher confrère. C'est l'intuition géométrique qui vient éclairer le chemin. La conceptualisation spatiale de cet anneau précède et justifie toute la gymnastique algébrique qui suit. Très bien. Admettons que la syntaxe soit aveugle. Elle n'en est pas moins le seul garant de la rigueur mathématique. Et c'est justement cette rigueur chirurgicale, détachée des biais de la perception humaine, qui est évaluée en priorité absolue. J'en veux pour preuve la finalité même des résolutions demandées. Je vous ramène à l'exercice 2. Ne passons pas si rapidement sur ces fameux 6 points. Attardons-nous sur la précision exigée par le concepteur du sujet. Je vous écoute. Mais n'oubliez pas comment cet exercice se termine. Chaque chose en son temps. Dans la résolution des inéquations de cet exercice 2, le cadre change drastiquement d'une question à l'autre. Tantôt, on précise que l'inconnu x est un entier naturel, tantôt l'énoncé stipule avec insistance que l'inconnu est un nombre réel strictement négatif. Cette exigence de distinguer un ensemble discret et positif par rapport à un continuum strictement négatif, c'est l'apogée de la pensée formelle. L'élève va d'abord résoudre son inégalité de manière mécanique, mais son travail intellectuel ne s'arrête pas là.
Il doit ensuite intersecter ce résultat avec la condition initiale d'appartenance à un ensemble de nombres spécifiques. Et comment fait-il cela en pratique? Par la pure logique des ensembles, s'il trouve que la variable doit être supérieure à -2, mais que la variable doit être un entier naturel, il doit déduire formellement l'ensemble des solutions. 0, 1, 2, etc. Cette manipulation d'ensemble de nombres abstraits n'a strictement aucune représentation géométrique tangible dans le monde physique quotidien. Vous ne pouvez pas dessiner l'intersection conceptuelle de l'ensemble des réels strictement négatifs. Ce devoir exige de l'élève qu'il habite le monde des idées pures. Je constate le poids accordé à cette logique, oui, et j'entends votre démonstration sur la subtilité des ensembles de nombres. Cependant, vous omettez délibérément le détail crucial de cette même question, celui que j'évoquais à l'instant. Lequel? Redisons ment la consigne de l'Académie de Fès-Meknès. Après avoir résolu l'inéquation, il est explicitement demandé de, je cite, représenter les solutions sur une droite graduée. Sur une droite graduée. C'est une simple convention de présentation pour encadrer la réponse. Mais c'est bien plus que cela. Même le calcul le plus éthéré, même l'intersection d'ensemble la plus abstraite, doit finalement, obligatoirement, être spatialisée. Le devoir exige de l'élève qu'il trace un axe physique, qu'il y place une origine, qu'il définisse un sens, une échelle. Et qu'il assure des zones de validité. Pourquoi le professeur exige-t-il cela? Parce que dans la cognition humaine, la validation d'un concept passe par sa représentation topologique. On a besoin de voir l'infini d'un intervalle. La droite graduée n'est qu'un outil unidimensionnel, une béquille pour aider l'élève à vérifier son calcul. Ce n'est pas de la géométrie au sens fort du terme. Ah, très bien. Si vous voulez de la géométrie au sens fort, parlons de la finalité des résolutions dans l'exercice 5. Il vaut tout de même 4 points sur 20. On y introduit une translation selon un vecteur AI à l'intérieur d'un losange ABCD. La question finale est d'une redoutable exigence. On demande de déterminer l'image d'une droite entière, la droite delta, par cette translation T. Il suffit de savoir qu'une translation conserve le parallélisme. L'image d'une droite est une droite parallèle. C'est une propriété formelle enseignée en cours. La connaître est une chose, l'appliquer ici en est une autre. Pour répondre à cela, l'élève ne manipule pas de simples lettres sur une ligne. C'est comme lui demander d'imaginer une voie ferrée infinie qui serait notre droite delta et de la faire glisser tout entière le long de rails fixés en diagonale, représentés par le vecteur AI, le tout à l'intérieur d'une gare, dont l'architecture stricte est celle d'un losange. Il doit posséder une carte mentale d'une complexité vertigineuse. Identifier l'image exacte de cette droite demande une capacité à voir l'espace en mouvement qui va bien au-delà de la simple obéissance à des axiomes. C'est l'imagination dynamique à l'œuvre. Votre analogie de la gare et des rails est très visuelle, très cinématographique même, mais fondamentalement, l'élève peut trouver la réponse sans jamais construire cette gare dans sa tête. Il s'agit simplement d'appliquer une matrice de transformation. Un point de départ, un vecteur de déplacement, un résultat dicté par les propriétés du losange. Mais bon, je sens que nous touchons ici au cœur irréductible de notre désaccord. Il est temps, je crois, de synthétiser nos positions respectives. Je vous en prie, commencez. Merci. À l'issue de notre analyse minutieuse de ce devoir surveillé du groupe scolaire Fès-City, je maintiens que le squelette, l'armature même de cette épreuve, repose intrinsèquement sur l'obéissance aux règles formelles. Qu'il s'agisse de développer habilement des identités remarquables cachées dans le problème du disque, de naviguer dans les labyrinthes de la relation de chasse, comme un compilateur informatique, ou de jongler prudemment entre les contraintes des entiers naturels et des réels, c'est la syntaxe pure qui structure l'évaluation. Ce que ce document mesure véritablement, c'est la capacité de l'esprit du jeune étudiant à s'abstraire du monde concret pour évoluer avec aisance dans un univers de règles purement logiques. La géométrie, dans ce cadre précis, plie le genou face aux lois suprêmes de l'algèbre. Donc, que si l'algèbre constitue indéniablement le squelette de ce devoir, je vous l'accorde bien volontiers, la chair, le muscle et le souffle vital de cette évaluation restent la compréhension de l'espace. Sans la capacité de tracer mentalement un point au bout d'une diagonale, sans l'intuition physique de cette fameuse couronne circulaire qui s'élargit, sans la faculté de faire glisser une droite entière le long d'un axe incliné, les manipulations algébriques que vous encensez demeureraient des incantations vides de sens. L'injonction répétée de construire, de représenter, de tracer
prouve que l'intuition spatiale est ce qui donne sa substance et sa vérifiabilité matérielle aux abstractions mathématiques. Il est clair que nos deux lectures, bien que radicalement opposées sur la finalité cognitive, trouvent de profondes justifications dans la matière même de ce document de l'Académie de Fes-Meknès. Nous pouvons au moins nous accorder sur la grande élégance et la grande exigence de l'épreuve conçue par cette Académie. Ce devoir illustre parfaitement la tension permanente imposée à l'élève qui doit jongler sans filet entre l'hémisphère de la logique analytique rigide et celui de la créativité spatiale intuitive. Absolument. La richesse de ce document réside justement dans cette dualité. Il refuse de choisir entre l'espace et le symbole. Il exige de l'étudiant qu'il maîtrise les deux pour véritablement réussir, fusionnant ainsi le calcul et la vision. C'est un miroir fascinant, tendu à la complexité de l'apprentissage des mathématiques à ce niveau. À notre habitude, nous ne déclarerons bien entendu aucun vainqueur à l'issue de cet échange. Non, bien sûr. Nous invitons plutôt ceux qui nous écoutent à s'emparer de cette réflexion et à reconsidérer la manière dont l'algèbre et la géométrie s'affrontent et se complètent dans nos apprentissages. Je vous remercie, ma chère consoeur, pour cet échange toujours aussi stimulant et incisif. Merci à vous, mon cher confrère. À très bientôt pour un nouveau regard croisé.